Bonsoir à tous, bonsoir François. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mardi 17 décembre. Le nouveau scandale de la viande de cheval, toujours sous les feux de l'actualité. Toulouse-Saint-Sulpice en train, c'est à nouveau possible. Et enfin, les circuits courts expliqués par un chef étoilé. Mais on commence par de la politique, François. Oui, Jérôme, à Colomiers, deuxième ville de Haute-Garonne, l'UMP compte bien profiter de la multiplication des listes à gauche pour tenter de remporter la mairie. La tête de liste d'Ensemble pour Colomiers, il s'agit de Damien Laborde, a notamment comme ambition de créer une police municipale. Voyons son portrait. Il était le plus jeune candidat de France pour une ville de plus de 10 000 habitants lors des élections municipales en 2008. Il avait 26 ans. Aujourd'hui, à 32 ans, Damien Laborde, jeune chef d'entreprise, candidat UMP, se représente à Colomiers et pense avoir une véritable carte à jouer dans ce bastion des socialistes depuis 70 ans. Il y a un contexte national qu'il ne faut pas cacher. Il y a aussi une explosion de la majorité actuelle qui était véritablement de façade et l'on voit bien aujourd'hui avec la multiplication des listes, qu'il s'agit véritablement d'un leurre qu'elle a voulu donner pendant ces 6 années, et avec l'approche des élections et la non-reconduction de Bernard Sicard au niveau du Parti Socialiste, c'est vrai que c'est un atout. Le jeune UMP se sent plus proche de la droite sociale de Laurent Wauquiez que du président Jean-François Copé. Il dénonce une politique bling-bling du maire sortant Bernard Sicard. La médiathèque, le stade Capitani sont des exemples d'investissements lourds qui n'étaient pas prioritaires. L'écologie, le cadre de vie, les transports ou encore un meilleur accès à la culture et au sport, telles sont quelques-unes des thématiques sur lesquelles le candidat met l'accent dans son programme. Plus de 50% de la population colomérine, c'est un record quasiment en France, a moins de 40 ans. Et que par conséquent, c'est une population qui a des besoins en termes d'éducation, notamment par des infrastructures scolaires adéquates. Et on a toujours des préfabriqués qui ont plus de 30 ans d'âge. Il y a aussi pour moi la création d'une police municipale, puisque nous sommes la seule ville de l'agglomération toulousaine à ne pas avoir de police municipale. Et enfin, la lutte contre le chômage. Nous avons 1700 entreprises sur Colomiers, un des bassins d'emploi les plus importants de Midi-Pyrénées et un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Damien Laborde s'est engagé également à ne pas augmenter les impôts locaux durant son mandat. Le plus jeune des candidats pense que c'est un atout et met en avant ses 6 ans d'expérience dans l'opposition au conseil municipal. Les listes complètes et les programmes des 4 candidats seront dévoilés début janvier. Je vous rappelle qu'à part la liste UMP, 3 listes de gauche se présentent pour l'instant à Colomiers. La liste PS, conduite par Karine Traval-Michelet. La liste gauche rassemblée, menée par François Dumas, dissident PS. Et puis la liste du parti Europe Écologie Les Verts, menée par Patrick Gimena. Enfin, à savoir que le FN tente toujours de monter une liste dans cette ville. Vous le savez, un nouveau scandale frappe la filière chevaline. Mais un an après le feuilleton des lasagnes, ce nouveau scandale n'est pas de même nature, comme l'a rappelé Benoît Hamon, ministre de la Consommation. Je le cite, on vendait du cheval à la place du bœuf, on était dans la tromperie commerciale. Là, il pourrait s'agir d'un problème sanitaire. C'est différent de ce que l'on a connu. Fin de citation. On écoute Brice Robin, procureur de la République de Marseille. Il revient sur cette nouvelle affaire de corruption et de réseau. Le réseau a blanchi la traçabilité de ces animaux en fournissant par exemple des vieux contrats, des vieux carnets d'identification pour rendre propre à la consommation des chevaux qui avaient été déclarés impropres à la consommation. La tête de réseau se situe à Narbonne. Le trafic, puisqu'il faut bien appeler cela un trafic, est constitué de ce qu'on pourrait appeler des rabatteurs. Les rabatteurs, il s'agit de maquignons. Il y en a actuellement 13 qui sont placés en garde à vue dans 11 départements en France. C'est des départements du sud-est de la France. Il y a également 4 vétérinaires qui sont actuellement en garde à vue pour avoir réalisé et permis le défaut de traçabilité en allant jusqu'à établir des certificats de complaisance sans même parfois avoir vu l'animal. Alors, on peut appeler ça de la négligence, mais on peut aussi peut-être se poser la question d'une éventuelle corruption. Et enfin, nous avons dans ce réseau, domicilié dans les Alpes de Haute-Provence, un faussaire, qui est un informaticien qui a réalisé des faux carnets de santé pour ces animaux pour les rendre propres à la consommation. Le nombre de chevaux qui sont abattus
Alors, à la fois à l'abattoir de Narbonne et à celui de Équevillon dans le Jura, c'est 50 par semaine, ce qui fait 200 par mois. La grande majorité de ces chevaux ne posent pas de difficultés. En revanche, nous avons pu d'ores et déjà établir que plus d'une centaine avaient des certificats falsifiés. Nous sommes là en présence, je le disais tout à l'heure, d'une fraude aux normes sanitaires qui cause à l'évidence un préjudice en termes d'ordre public sanitaire. Je n'ai, au jour d'aujourd'hui, absolument pas la preuve, à travers des analyses toxicologiques, à travers des examens quelconques, que ces animaux étaient toxiques et nuisibles pour la santé humaine. À noter qu'aucun abattoir n'est soupçonné en Midi-Pyrénées. La direction départementale de la protection des populations en Garonne n'a donc pas mis de dispositif spécifique en place. Suite de l'enquête sur les fusillades intervenues entre le 5 et le 8 décembre aux Isards, un homme de 29 ans interpellé vendredi a été mis en examen aujourd'hui pour tentative de meurtre en bande organisée dans l'affaire de la fusillade contre 2 commerces. Celle-ci était intervenue le 5 décembre. En revanche, aucune charge n'a été retenue contre lui dans la fusillade qui a coûté la vie à un jeune du quartier. Après 3 ans de travaux, les trains roulent à nouveau entre Toulouse et Saint-Sulpice. La voie ferrée a été partiellement doublée, ce qui va permettre d'augmenter la cadence des trains. Près de 70 TER empruntent cette ligne chaque jour. 3 ans de travaux qui se terminent et qui vont libérer le voyageur et aussi les instances publiques. Vous savez, ça fait des décennies que l'on parlait de doubler la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice, qui est depuis des décennies aussi le chantier le plus chargé de France sur les lignes à voie unique. Il y a aujourd'hui 67 trains qui passent sur cette ligne tous les jours. Nous espérons pouvoir augmenter le nombre de trains dans les années qui viennent. Elle est importante puisqu'elle dessert tout le quart nord-est de Midi-Pyrénées. Le quart nord-est, c'est Toulouse-Castres, c'est Toulouse-Albi, c'est Toulouse-Rodez, c'est Toulouse-Figeac-Cap-de-Nac. C'est l'un des pans importants du dispositif régional. Et le nœud, c'était le fait que voie unique entre Toulouse et Saint-Sulpice, Tessonnières, donc l'incapacité d'augmenter le nombre de trains ou de les faire fonctionner dans de bonnes conditions. Le plan rail, c'était 820 millions, mais il ne faut pas oublier que la région donne 600 millions pour changer le matériel roulant. 10 ans, quand nous avons hérité du système, il n'y avait que des vieilles bécanes, des vieilles Michelin branlantes, il en reste encore quelques-unes, et que dans 2017, nous aurons complètement renouvelé le parc et en même temps accru la capacité d'accueil des voyageurs. Le transport express régional, c'était en Midi-Pyrénées 5 millions de voyageurs en 2002, 12 millions en 2013 et l'objectif 2020, grâce à ces nouveaux équipements, c'est 20 millions de voyageurs. Nous avions un réseau en péril ici en Midi-Pyrénées et il est sauvé. Et parce que nous avons devant nous beaucoup de projets, notamment la modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes et bien sûr, derrière, l'arrivée du TGV jusqu'à Toulouse. Je n'opposerai pas transport régional et transport national. Les deux contribuent au même objectif, avoir un service public moderne et efficace. Le plan rail 2007-2013 se termine, mais à l'horizon 2020, d'autres objectifs. Le doublement de la voie entre Toulouse et Colomiers, l'accessibilité pour les handicapés, soit 100 millions d'euros. Et enfin, le billet unique, tram, bus, métro et TER à l'horizon 2014-2015. Une grande question demeure. Qui paiera entre l'État et les collectivités locales pour tous ces aménagements ? 6 mois après les crues dévastatrices de la Garonne à Saint-Béat, différents acteurs de l'eau et de l'environnement étaient réunis ce matin pour tenter d'établir un bilan. Ils sont notamment revenus sur les moyens à mettre en place pour éviter ce genre de catastrophe et sur la gestion de cette crise. Les explications, c'est avec Sophie Voinis. Comment faire pour que les événements de juin 2013 à Saint-Béat ne se reproduisent plus, ou en tout cas, comment faire face à de tels événements à l'avenir? On le sait, une pluviométrie importante combinée à la fonte des neiges entraîne invariablement une forte montée des cours d'eau dans cette zone. L'heure est donc à la réflexion sur la prévention et l'aménagement du territoire, et la question des digues n'est pas forcément, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la solution.
Il faut savoir que dès que l'on endigue un cours d'eau, on accélère, il n'a plus la possibilité de déborder, donc on accélère en fait son écoulement. Les quantités d'eau ne sont donc pas réduites à l'aval et il prend encore plus de force. Donc si l'aval est insuffisamment protégé ou si on n'y a pas pensé, forcément ça va générer des dégâts importants sur l'aval. Il faut donc une vision plus large du fonctionnement des cours d'eau sur l'ensemble de leur parcours sur le secteur de Saint-Béat. La problématique, c'est la proximité des habitations par rapport au fleuve Garonne qui pose problème. Il faut donc réfléchir à des solutions naturelles. Si on veut que le cours d'eau ait moins d'énergie sur la traversée de Saint-Béat, c'est plutôt de regarder sur l'amont s'il n'y aurait pas des espaces disponibles pour dissiper cette énergie du cours d'eau, donc éventuellement le faire inonder sur des secteurs de moindre enjeu. Les bassins de rétention, c'est une solution, mais c'est une solution lourde avec des travaux lourds qui incluent aussi par la suite des travaux d'entretien qui peuvent être lourds et, financièrement. Si on a des secteurs où l'eau peut déborder en amont d'un village, l'énergie du cours d'eau à la traversée du village sera moins importante, donc elle sera réaccélérée par contre à la sortie du village. Donc à la sortie du village, il faut aussi regarder quels enjeux s'y trouvent et si on peut retrouver de nouveau des zones où le cours d'eau peut dissiper son énergie. Travailler tous ensemble sur les territoires en s'adaptant aux caractéristiques des fleuves. Cela veut dire aussi parfois renoncer à certains projets immobiliers ou économiques pour protéger les zones dites sensibles. Il faut dire que notre région, avec 10% de sa population vivant en zone inondable, est la 3e région la plus touchée en France par les inondations. Gros plan à présent sur les circuits courts, ce mode de distribution où l'on retrouve au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Nous avons suivi un chef étoilé, Franck Rénimel, dans sa tournée chez ses fournisseurs. Pour lui, ce mode de fonctionnement a de nombreux atouts. Regardez. Installé à Oreville, Franck Rénimel et son resto étoilé en marge est l'une des valeurs montantes de la gastronomie en Midi-Pyrénées. Un succès qui débute par le choix des produits. Toulousain est fier de l'être, 70% de ceux qu'il cuisine est issu de la filière courte. Pour la volaille, ça se passe à 1,5 km de son restaurant, chez Jean-Pierre Calgaro, un esthète de l'élevage. Bon, viens voir ces bêtes. Allez, voilà. Ah, belle production. Là, Jean-Pierre nous prépare les chapons en fait, pour les menus des fêtes. Préparés, ou plus exactement, choyés. Moi, je leur change leur alimentation, je les alimente qu'avec du riz au lait. Résultat, une chair plus tendre, plus blanche et plus persillée, un produit à part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Jean-Pierre, il y a une production qui est très limitée, dans un environnement vraiment magnifique. Il prend soin de ses volailles et c'est ce qu'on apprécie, parce qu'au-delà de ça, on retrouve un produit vraiment top niveau. Des chapons au riz au lait qui garniront les assiettes de son restaurant d'ici la fin du mois. S'il n'est pas forcément évident de trouver les volailles de Jean-Pierre Calgaro, les produits issus de la filière courte sont souvent à portée de main, encore faut-il savoir les dénicher. Nous sommes au marché des Carmes, j'ai un fournisseur ici de légumes. Il nous cherche et nous trouve des petits légumes locaux. Allez, on y va. Chez Sylviane et Didier, c'est l'étal de référence pour Franck Rénimel. Ici, 50% des fruits et légumes sont issus du Grand Sud-Ouest. Salut Franck. Ça va et toi? Ouais. On va voir un petit peu ce que tu as. Des légumes oubliés un petit peu. Ah ben vieux légumes, vieux légumes. Là, Carottes jaunes, noires ou des sables, c'est la diversité que recherche le chef. Très intéressante ces carottes à travailler en cru vraiment, juste assaisonner un peu d'huile d'olive, bonne huile d'olive, sel, poivre et à rajouter sur un plat chaud ou froid, mais c'est vraiment très intéressant. On n'a pas un gabarit comme on pourrait trouver ailleurs où vraiment c'est des tailles régulières, c'est lavé, c'est propre. Là on voit vraiment que c'est fait avec passion et amour et surtout en respectant le terroir. Des formes irrégulières, un bon indice d'une production de proximité non standardisée. En 2010, 16% des exploitations agricoles de Midi-Pyrénées ont fait le choix de la vente directe ou des circuits courts. Le tout ensuite est de ne pas être à court d'idées. Avec ses produits, Franck Rénimel concoctera notamment une crème de potimarron avec tartare de Saint-Jacques et émulsion de volaille. Mais le menu de fête, ce sera à suivre dans notre édition de demain soir. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir partir en cuisine et préparer tout ça. Les irréels de la compagnie blagnacaise Créature, c'est à voir actuellement cours Henri IV, un spectacle déambulatoire autour de petites roulottes, habité par de drôles de personnages à tête d'animaux. On y trouve des éléphants, des lions, des singes ou encore des chats. Ils se promènent nonchalamment dans des décors où le temps paraît suspendu. Justement dans cette espèce de tourbillon
que sont les fêtes de Noël, hein, avec l'entrain pour les cadeaux, les recherches comme ça de dernière minute. On avait envie de pouvoir proposer quelque chose de suspendu, quelque chose qui soit ailleurs, qui soit pas dans le quotidien des gens, qui soit juste en parallèle et proposer un moment de détente et de flânerie poétique comme ça. Là, on avait envie de revenir à l'essentiel, de parler de choses sensibles, d'état de l'être, d'amour, de solidarité, d'entraide, d'enfance. Donc on a créé ces personnages qui sont des personnages qui vivent en parallèle des humains et qui ont des activités de bienveillance envers les humains. Donc il y a la dorloteuse d'enfance qui est là pour réveiller l'enfant qui sommeille en chacun de nous, la réchauffeuse d'hiver qui est là avec sa tendresse, c'est une tricoteuse d'espoir, elle fait des petites couvertures pour les gens. Il y a aussi le chasseur de terreur qui est celui qui va aider à dompter les peurs. Le but premier, c'est que les spectateurs vivent quelque chose. Après, chaque spectateur est libre soit de passer comme ça 2 minutes devant une cabane et peut-être de pas forcément être sensible à l'univers de cette cabane-là, donc d'aller chercher une autre cabane qui va le toucher. Mais c'est surtout qu'il y a aussi des spectateurs qui restent pendant 1 heure devant une cabane et qui vont créer un lien avec le personnage de la cabane et qui vont peut-être faire une rencontre un petit peu particulière qui se traduit pas par du langage puisque ce sont des personnages muets, mais plus par le regard, par les sensations, les émotions. Voilà, on avait envie de réveiller toutes ces choses-là. On va le poser maintenant pour qu'il dorme. Voilà. Les comédiens sortent de ces 5 heures de jeu, parce qu'il faut dire que les comédiens jouent pendant 5 heures, donc la performance est aussi là. Ils parlent d'exploration, ils parlent d'expérience, ils parlent d'émotion. Ils disent que c'est très fort pour eux justement parce que les comédiens, on est formés au texte avant tout. C'est très fort justement de découvrir aussi comment le spectacle existe au-delà des mots. Nous, on a fait un spectacle pour tous. Je pense que selon les sensibilités de chacun, donc selon l'âge qu'on a, selon la vie qu'on a, les personnages et les cabanes ne vont pas faire écho de la même façon et c'est ça qui est intéressant justement. Ce spectacle est à découvrir à partir de 14 h tous les jours jusqu'au 31 décembre. Et j'y suis passé, je peux vous dire que c'est vraiment féerique. Demain soir, juste avant le JT, vous pourrez retrouver Courrier Sud. Greg Lamazère y a rencontré Kev Adams, l'idole des jeunes, et puis Franck Dubosc pour le film qui sortira en mars et qui s'appelle Fiston. C'est l'histoire d'une complicité entre 2 séducteurs qui pourraient bien être père et fils. Et puis également une bonne occasion de sortir ce soir avec le groupe Doolin qui fait de la musique irlandaise. Il passe à la Dynamo. Bonne soirée à tous, bonne soirée François. Bonsoir Jérôme. Prochaine édition de votre journal demain à 19 h.